Donc, disais-je, bonsoir à toutes, bonsoir à tous pour ce quasiment dernier panel, dernière session du Global Social Economy Forum GSEF pour les intimes qui se tient à Mexico cette année, malheureusement de façon un petit peu virtuelle. Ce sera bientôt la clôture d'un forum qui a duré toute la semaine, qui a vu de nombreuses séquences, donc bien sûr, de tous les acteurs de la planète PSS, qui a aussi vécu une assemblée générale historique mardi, qui a pris un certain nombre de décisions par rapport à l'avenir du G7, de sa présidence, de son secrétariat, de ses coprésidences continentales. C'est pour situer le cadre dans lequel nous sommes et j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage d'accueillir autour de cette table virtuelle un certain nombre de personnalités et amis qui vont parler de ce sujet tout neuf, de l'économie bleue solidaire comme moyen pour éviter que notre chère Méditerranée, que j'ai derrière moi en fond d'écran, ne plonge un peu plus dans l'agonie à la fois humaine et écologique dans laquelle elle s'embourbe ces dernières années. Je suis Roderick Guigal, je suis président d'IESMED, qui est une coopérative européenne qui se consacre à faire avancer l'économie sociale et solidaire sur l'ensemble du bassin méditerranéen, avec un focus plus particulier ces dernières années sur Tunis et sur la Tunisie. L'économie bleue solidaire est un sujet que nous avons commencé à développer il y a 3-4 ans, qui monte en régime et qui va connaître dans quelques semaines à Sousse, en Tunisie, son premier forum méditerranéen, avec une participation que nous espérons importante, et pour inaugurer un cycle que nous espérons dense et lui aussi politiquement important, de développement d'une économie alliant l'écologique, l'environnemental, c'est la partie bleue, et le social et solidaire, qui est donc la partie dont nous sommes plus particulièrement spécialistes chez IESMED et que nous avons entrepris de développer avec tous nos partenaires. Je voudrais vous présenter les différentes personnes qui ont accepté d'être avec nous ce soir sur un panel que nous avons considérablement revisité par rapport à ce qui était notre prévision initiale, parce que l'actualité nous a conduit à en décider ainsi. J'y reviendrai, ou nous y reviendrons par la suite. À toute seigneur, tout honneur, je commence par Imen Wardani, qui est donc, elle a plein de casquettes, mais nous allons en utiliser que 2 ou 3 ce soir, qui est à la fois vice-maire de Sousse, donc première vice-maire de Sousse, qui est également coordinatrice, je vais passer sur le titre officiel, du Forum MEDEPS de la fin novembre. Elle est active aussi professionnellement dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, et elle est depuis mardi dernier coprésidente du GSEF Afrique, dans le cadre des décisions qui ont été prises par l'Assemblée générale de cette organisation. Imen, bonsoir. Bonsoir Rodrigue, bonsoir à tous les participants et à toutes les participantes. À tout de suite pour te présenter plus complètement et puis pour introduire cette séquence. Nous avons également le plaisir d'accueillir M. Bernard Valero, qui est coprésident du conseil d'orientation du Forum MEDEPS. Bernard Valero est un ancien ambassadeur de France, c'est un passionné de Méditerranée, puisqu'il a exercé des fonctions à la tête de l'Agence des villes et territoires durables en Méditerranée, dont le siège est à Marseille. Monsieur l'ambassadeur, cher Bernard, bonsoir. Bonsoir, très très heureux de vous retrouver tous sur ce panel, et surtout merci de m'avoir convié à y participer. C'est un honneur que tu nous fais, c'est un plaisir que tu nous donnes, et donc nous n'allons pas le bouder. Bernard, nous t'écouterons avec intérêt comme l'un de nos référents méditerranéens.
L'autre, je le présenterai très prochainement. Président pour président, nous avons également Asma Hamza. Madame Hamza est chercheuse, elle est universitaire, elle a une vie civile, elle est activiste citoyenne, elle a été pendant 1 an l'une des premières maires du municipalisme tunisien, c'était à Matir. Et Asma est ici avec nous aujourd'hui avec sa casquette de présidente du comité scientifique du Forum MEDEPS de Sousse. Madame Asma, Aslema. Bonsoir Rodrigue, bonsoir chers amis, chers tous. Heureuse de vous rejoindre dans ce panel. Je vais apprendre avec vous, ne pas donner des leçons. C'est la première fois que j'assiste à de telles séances sur l'économie sociale et solidaire. J'essaierai d'apporter le plus et merci encore de m'avoir invité. Un grand merci à toi également, Asma, d'avoir accepté cette invitation, d'avoir aussi accepté la lourde tâche de présider le comité scientifique du Forum MEDEPS. En matière de ESS, nous avons un spécialiste qui n'est ni méditerranéen, qui n'est pas méditerranéen et qui, a priori, n'a que des notions assez vagues d'économie bleue. Nous-mêmes apprenons à marche forcée. Il s'agit de Malik Diop, qui est le coordinateur national du RACTES, réseau sénégalais, qui associe les acteurs de l'ESS et les collectivités locales dans son pays et qui est l'un des héros de la semaine, si ce n'est le héros de la semaine, de la semaine ESS tout au moins, puisque Dakar a obtenu d'accueillir dans 2 ans l'édition 2023 du GCEF. Malik, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue, bonsoir à tout le monde. C'est vrai que je ne suis pas méditerranéen, mais je suis méditerranéen d'Alliance. Ah, peut-on en savoir un petit peu plus? Je suis j'ai des amis méditerranéens, donc forcément, je suis un méditerranéen d'Alliance. D'accord. Merci en tout cas. Et de cœur aussi, parce que voilà, c'est que nous partageons le même monde, la même planète. Voilà, donc voilà, on est des citoyens du monde. Ce qui touche l'un touche forcément l'autre. Et quand tu fermes les yeux, comme dit un proverbe africain, quand tu fermes les yeux sur la case du voisin qui brûle, après, c'est ta case qui va brûler après. Donc, voilà. Donc, il faut qu'on soit solidaire, qu'on soit concerné par tout ce qui se passe. Voilà, donc ravi de vous rejoindre. Voilà, il n'y a pas de héros, il n'y a que des moments de circonstances et de circonstances et d'opportunités. Et ça aussi, il faut le dire, nous l'avons Dakar là, c'est l'Afrique. Moi, je ne dis pas c'est l'Afrique. Et Sousse a pleinement participé, tu sais bien ce que je veux dire, Rodrigue, dans cette candidature. Et je suis avec aussi à côté Aminata Diop Sambou, qui est aussi la directrice du Fonds de développement municipal de Dakar, à qui j'ai demandé de me rejoindre parce qu'on vient juste de lancer officiellement. Le maire sort d'un point de presse pour lancer officiellement l'organisation du ZSF. Super, on aura l'occasion d'y revenir. Bonsoir Aminata. On a eu l'occasion de faire connaissance la semaine dernière en ce qui me concerne. Enfin non, avec Malik, on s'était déjà vu sur un webinaire de DARES, le Centre tunisien de ressources de l'ESS, avec lequel collabore également Imen. Et voilà, l'histoire, je dirais, a permis d'intensifier la rencontre avec le dialogue qui s'est établi entre Dakar et Sousse, notamment la semaine dernière, et qui a eu un aboutissement heureux. Lamia Trabelsi, c'est notre deuxième universitaire de la soirée. C'est une collègue d'Asma Hamza qui a été missionnée en service commandé par son amie Asma pour venir nous parler ce soir. Elle fera aussi partie du comité scientifique du Forum MEDEPS. Bonsoir Lamia. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui
et j'ai l'honneur de voir autant de femmes tunisiennes qui participent dans ce panel. Franchement, je suis fière. Je suis vraiment fière et je vous remercie franchement, Asma, d'avoir, comment dirais-je, de m'avoir torturée, ça c'est vrai, mais de m'avoir permis de faire votre connaissance. Enchantée. Merci à vous d'être là et j'espère que vous ne nous en voudrez pas trop de vous avoir mis le couteau sous la gorge pour un vendredi soir participer à un webinaire. Et enfin, last but not least, il ne figurait pas au programme, mais a bien voulu accepter mon invitation ce matin. Il s'agit de Frédéric Dubessy, qui est rédacteur en chef d'Econostrum.info. Econostrum est le média de l'actualité économique en Méditerranée depuis maintenant 13 ans. Tout à l'heure, j'ai dit 12, il m'a repris, c'était 13. Et donc, Frédéric connaît bien la Méditerranée. Il aura l'occasion de nous en donner témoignage tout à l'heure. Salut Frédéric. Oui, bonjour tout le monde. Effectivement, merci déjà pour cette invitation. Alors, j'ai l'impression d'être un peu un intrus ici en tant que journaliste. D'habitude, j'ai plus l'habitude d'être soit à ta place, Rodrigue, soit derrière mon écran pour écouter tout ce que vous allez dire. Mais je vous rassure, je vais tout écouter bien sagement parce que j'ai encore beaucoup à apprendre effectivement sur tout ce qui est ESS et économie bleue. Donc, je suis ravi d'être avec vous. Et j'espère que tu ne m'en voudras pas de voler le travail des professionnels en essayant de jouer les animateurs. Ce n'est pas mon métier. Mais bon, quand il s'agit de faire quelques acrobaties et monter des panels de qualité en dernière minute, et dernière fois, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui sont autour, qui participent à cette séquence. Je dois faire don de ma personne. Entrons dans, en bien tout honneur, bien évidemment, entrons dans le vif du sujet avec Imen Wardani. Alors, Imen, je ne sais plus très bien si je dois vous tutoyer. Tu es Madame Forum MEDEPS. Qui donc se tiendra à la fin du mois de novembre, après un report qui a été décidé fin septembre. Avec toutes ces casquettes, avec tous ces mouvements qu'il y a, avec le fait de te retrouver coprésidente aussi du GSF Afrique, tu arrives à t'y retrouver dans tout ça. Parle-nous un petit peu de toi et de ton actualité par rapport à ce qui approche, qui est l'événement MEDEPS Sousse. Eh ben oui, effectivement, hein, puisque je porte toute cette casquette, donc je dois les assumer. Et tant qu'il y a la motivation, tant qu'il y a la volonté, et tant que c'est pour la bonne cause, je suis prête et j'assumerai toutes mes responsabilités, effectivement. C'est une fierté pour Sousse d'avoir été comme ça porté à la coprésidence parlons d'une institution, une organisation, un mouvement, une association sur le plan juridique, comme le GSF dans sa dimension africaine. Oui, effectivement, Rodrigue. Comme vous le savez, le sujet de l'économie sociale et solidaire est, je ne vais pas dire un sujet récent, puisque là, ça remonte aux années 70, mais disons la tendance maintenant vers l'ESS est apparue, réapparue, disons, il y a quelques années, notamment après la Révolution. Et là, on se considère comme disons, comme tu le dis, Rodrigue, des outsiders donc de l'économie sociale et solidaire. Et là, c'est une fierté pour tous, puisque là, depuis l'élection du conseil municipal, on travaille autour d'une vision de ville inclusive, attractive et innovante. Donc, la partie inclusive, bien évidemment, inclut donc l'économie sociale et solidaire. Notre objectif était de
consolider l'économie sociale et solidaire sur nos territoires et bien évidemment, donc en un temps, je dirais peut-être record, hein, parce que ça remonte à moins d'un an que SOUS commence véritablement à travailler sur l'économie sociale et solidaire, que ce soit à travers des projets qu'elle est en train de préparer, que ce soit aussi à travers le forum que nous organiserons les 26 et 27 novembre prochains. Donc le fait d'être élue en tant que co-présidente de l'Afrique du GSEF, d'un forum mondial de l'économie sociale et solidaire est une fierté pour nous, hein. Et là, je profite pour remercier ISMED et DARES pour leur contribution, puisque ils étaient nos deux partenaires techniques qui nous ont accompagnés à monter notre candidature, à élaborer une candidature qui était très pertinente. Alors, je ne vais pas trahir de secret, ni même vis-à-vis de nos amis sénégalais, en disant que nous avions programmé ce panel sur l'économie bleue solidaire depuis SOUS virtuellement, avec le secret espoir à l'époque qu'on puisse faire un passage de relais entre Mexico et SOUS. Le passage de témoins va se faire entre Mexico et Dakar. Nous n'y voyons bien évidemment aucun inconvénient, bien au contraire, mais c'était une petite parenthèse que je voulais glisser. Bernard Valero, merci une nouvelle fois d'être avec nous. Je vous ai présenté tout à l'heure, donc je n'y reviens pas, et je passe au tutoiement. Je sais que tu es un passionné du service public, ta carrière en témoigne, tu es un passionné de la Méditerranée, tes engagements notamment de ces dernières années en témoignent également, et tu continues à le faire savoir, parfois de façon un petit peu virulente sur les réseaux sociaux. Et tu as accepté très, très volontiers et très amicalement cette responsabilité pour laquelle on a notamment sollicité de présider ou co-présider le conseil d'orientation du forum MEDEPS SOUS 2021 sur un sujet dont tu ignorais à peu près tout, comme nous tous ici, l'économie bleue solidaire, l'économie bleue pas du tout. Tu étais déjà très sensibilisé aux questions environnementales et à titre personnel, bien évidemment, aux questions sociales. Explique-nous un petit peu, si tu le veux bien, ce cheminement vers cet engagement dont Imen et moi pouvons témoigner, que tu le démontres chaque jour. Oui, merci beaucoup, Rodrigue. Cet engagement, comme tu dis, il procède d'une conviction, d'abord d'un constat et ensuite d'une conviction très forte. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, la Méditerranée, c'est-à-dire cet espace qui est sur la carte derrière toi, a plus que jamais besoin de coopération entre tous les États riverains de cette mer. Cette région est petite, elle est fragile, elle est menacée par de très nombreux enjeux, et en particulier, donc le premier d'entre eux, c'est le réchauffement climatique et la dégradation générale de tous les paramètres environnementaux. Ça a été relevé encore tout dernièrement par le GIEC, et je pense que même dans nos vies quotidiennes, nous pouvons constater combien les questions de déforestation, d'accès à l'eau, de gestion des déchets, d'artificialisation des sols, de réchauffement des températures produisent des effets qu'en l'espace d'une génération, nous pouvons désormais observer. Donc, un besoin pressant de coopération entre tous les Méditerranéens. Ça, c'est le constat. La conviction, c'est que précisément, pour mettre en œuvre cette coopération, l'économie sociale et solidaire me semble être un levier absolument fondamental de développement économique et social durable. Et ce levier de développement, il est accessible à tous et il peut être renforcé par un certain nombre de synergies. Alors, lorsque l'économie sociale et solidaire est appliquée en plus à l'économie bleue, là, on a un cercle vertueux qui peut se créer. Nous allons avoir donc dans quelques semaines le forum de SOUS qui va se tenir
qui va se tenir donc sur ces thématiques et qui va rassembler un grand nombre d'acteurs de cette économie bleue, sociale et solidaire. Alors, à cet égard, moi, je voudrais d'abord remercier et féliciter la municipalité de Sousse pour son engagement et pour l'accueil qu'elle prépare pour cette manifestation. C'est véritablement intéressant de voir une collectivité territoriale, en l'occurrence une municipalité, se mobiliser sur cette thématique et devenir véritablement un acteur de cette coopération autour de l'économie bleue, sociale et solidaire. Et je suis d'autant plus sensible à cet engagement de la ville de Sousse que la pointe de diamant de cet engagement de Sousse n'est autre que la maire adjointe, c'est-à-dire une femme qui porte une attention et déploie des efforts absolument considérables pour que ce rendez-vous de novembre soit véritablement un succès. Et puis enfin, je voudrais juste terminer par une dernière observation. Une dernière observation. Lorsque l'on parle de coopération, depuis trop longtemps, on a toujours, même involontairement, en tête la dimension coopération nord-sud. Alors, c'est très bien, on a fait beaucoup de choses avec ce paramètre depuis des années, etc. Et naturellement, il faut que ça continue. Mais là, aujourd'hui, je suis très, très sensible à ce magnifique exemple de coopération sud-sud que viennent de donner les villes de Dakar et de Sousse pour organiser l'accueil du Forum mondial en Afrique en 2023. Là, j'avoue que je suis vraiment très, très impressionné par cet exemple de coopération qui a été donné par les Sénégalais et les Tunisiens pour organiser au mieux cet événement, qui aura l'ambition évidemment d'être mondial, bien sûr, d'être également africain, mais qui, avec nos amis de Sousse, pourra introduire une dimension méditerranéenne qui n'est autre que le continuum géographique du continent africain vers le nord ou de l'Europe vers le sud. Et puisque je parle de l'Europe, et alors là c'est promis, je termine par cette remarque, je pense que, enfin du moins je l'espère de tout cœur, que ce forum de Sousse sera aussi l'occasion, à quelques semaines du démarrage de la présidence française de l'Union européenne, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2022, donc ce forum de Sousse soit l'occasion de lancer un double message aux autorités françaises d'une part et à tous leurs partenaires européens, un message sur l'importance de l'économie sociale et solidaire, dans un sens très général, et l'importance des questions méditerranéennes. Et là, je pense que si on arrive comment dirais-je, à définir ce message et à le lancer le plus loin possible vers les Européens, nous aurons coché une case importante des résultats que nous pouvons espérer atteindre à Sousse dans quelques semaines. Merci Bernard, tu n'es jamais trop long et on reviendra de toute façon vers toi. Mais cette mise en situation éclaire notre prochaine intervention, qui est celle de notre collègue et ami Malik, qui donc est en ce moment à Dakar. Dakar a gagné. Je crois qu'il faut utiliser, je dirais, la stimulation amicale entre les candidatures des Sousse et Dakar pour le GCF. Mais nous sommes tous convaincus que l'horizon Dakar 2023, je voyais juste à l'instant, Malik, qu'effectivement sur Facebook, que Madame le maire de Dakar venait de faire un point presse pour annoncer, je dirais, non pas le début des festivités, mais le lancement du processus.
Et Sousse, de ce côté-là, sans empiéter, je dirais, sur les prérogatives de l'organisateur, va apporter, notamment, à travers l'économie bleue solidaire, sa contribution à cet édifice, je dirais, collectif qui se construira dans les 18 prochains mois. Toi-même, je ne sais plus si on se tutoie ou si on se voit, mais en tout cas, à partir de maintenant, on va se tutoyer. Tu es beaucoup impliqué sur cette candidature, alors qui est celle d'une ville, qui est celle d'un réseau d'acteurs, qui est celle de beaucoup de gens, de partenaires qui se sont engagés sur cette candidature Dakar 2023. Dans quel état d'esprit est-ce que tu attaques, si je puis dire, les choses sérieuses, parce que c'est maintenant qu'il va falloir organiser cette manifestation. C'est quoi les sentiments dont on a pu nous faire part, peut-être sur les réseaux sociaux, Madame le maire? C'est quoi le sentiment dominant dans la candidature Dakar? Oui, je pense que, comme tu dis, je pense que pour moi, comme tu dis, dans l'approche, c'est tout. Pour moi, c'est l'Afrique, hein, c'est l'Afrique. Donc, je pense qu'on en a tellement discuté, Rodrigue, Imen, Oui. voilà, tout le monde. Je pense qu'il faut. Et je pense que Madame le maire l'a rappelé aujourd'hui au niveau du point de presse que c'est la candidature de l'Afrique. Je pense que c'est la candidature de l'Afrique. Et on a même confirmé que, voilà, que ce lancement se fera à Sousse au mois de novembre. Donc, il faut qu'on trouve rapidement les ponts pour ça, pour dire que voilà, donc voilà, donc le lancement de Dakar GCF donc, se fera à Sousse et on aimerait aussi que chaque ville africaine qui a la possibilité soit aussi une opportunité, un événement pour communiquer, pour travailler, pour regrouper cet événement-là. Donc, peut-être toutes les villes ne pourront pas le faire, mais on peut voilà, voir des têtes de pont, réfléchir ensemble avec Sousse sur un plan, sur une feuille de route cohérente, harmonisée, et qui devra permettre un peu de ne pas attendre que Dakar pour faire un point de chute, mais d'avoir un agenda assez perlé qui doit nous amener vers Dakar 2023. Et je pense que ça, Sousse a double casquette par rapport à ça, c'est que dans ma compréhension, c'est qu'il y a le rôle aussi de vice-président Afrique. Ça, c'est aussi, il y a une responsabilité qui maintenant pèse sur Sousse, parce que aussi, cette candidature est placée donc, dans le continent africain. Donc, il y a une responsabilité à cela. L'autre responsabilité aussi, le GCF vient de valider un plan d'action aussi. Un plan d'action, Afrique aussi, et Sousse doit aussi piloter ce plan d'action. Je pense que l'intelligence, c'est de croiser un peu ces deux défis pour en faire un grand défi. Un grand défi. Et nous sommes tout à fait en phase pour faire aussi saisir cette opportunité donc, du forum de novembre pour replacer, recontexter pour cette opportunité. Et déjà, Madame la maire avait donné son accord de principe d'être là. Je le réaffirme devant aussi Madame Samb. Et nous réaffirmons aussi ça doit être un point de discussion qu'on doit amener, non pas pour ces questions spécifiques de choses, mais comment arriver à avoir un plan d'action global vers Dakar 2020. Et l'autre aspect, c'est que c'est vrai que cette candidature, bon, on ne parle plus de candidature, ce projet aujourd'hui est porté par au plus haut niveau. Ça aussi, c'est important, parce que nous connaissons aussi nos pays. Quand on n'a pas l'engagement politique derrière, c'est très difficile aussi de faire des choses qui sont admis, qui sont grands, etc. Et je pense qu'au plus haut niveau, hier, en Conseil des ministres, déjà, il y a une communication sur le forum. Donc, ça veut dire que c'est porté à tel niveau et il y a une attente énorme. Et à côté aujourd'hui de Madame la maire, il y avait aussi le ministre de l'économie, de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Donc, cette co-construction que nous allons faire au Sénégal avec les 500
avec les 6 000 collectivités territoriales, 604 collectivités territoriales, ce même travail de co-construction doit se faire en Afrique. Et ça, je pense que c'est important, c'est l'approche que nous donnons et une orientation forte. Parce que comme disait un peu, l'économie sociale et solidaire, j'ai l'habitude de le dire, en général, c'est comme M. Jourdain en Afrique, qui faisait de la prose sans le savoir. Sans le savoir, parce que dans nos réalités, il y a énormément de valeurs qui embrassent l'économie sociale et solidaire. Tant dans nos pratiques, nos réalités sociologiques, socio-économiques, donc tout cela socio-associatif, l'Afrique est un bouillonnement de communautés, c'est un bouillonnement de solidarité agissante. Je pense que c'est important qu'aujourd'hui, on doit saisir ce terreau pour refonder notre économie. C'est ça qui est fondamental. On ne peut plus continuer pendant des années, des siècles à un modèle économique qui a atteint ses limites objectives sans pourtant ressourcer, revoir un peu, donc interroger nos réalités, interroger nos pratiques avec nos propres lunettes, pas emprunter les lunettes d'autres. Je pense que c'est important que ce forum Dakar 2020 doit permettre à cela. Donc, il faut aussi nous invitons au monde, il faut que nous préparions à leur offrir ce que nous avons. C'est important. Il faut qu'on s'organise pendant un an dans tous nos pays, dans tous nos contrées, pour offrir ce que nous avons de mieux. Je pense que c'est important et l'expérience de Darès, l'expérience des autres, doivent permettre maintenant de tirer tout le monde vers le haut. Je pense que c'est ça qu'on devrait, tirer tout le monde vers le haut. Et le forum doit être une opportunité importante pour ça. Merci Malik. Je reviendrai vers toi également postérieurement, mais tu viens de nous livrer un scoop, je dirais, à savoir que SOUS 2021 lancera quelque part le processus Dakar 2023. C'est officiel et je suis sûr que SOUS en sera très reconnaissant à Dakar. Imen, parle-nous un petit peu de ce forum, parle-nous d'abord de ça, et puis je vais ensuite venir vers nos autres invités, mais justement c'est pour un petit peu ouvrir vers eux. La gouvernance du forum d'abord, et puis un petit peu peut-être quelques aperçus sur la structure du programme. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, Rodrigue. Effectivement, là, on est en train donc de fixer les bases du processus, d'un processus à long terme en matière d'économie bleue solidaire, effectivement, et c'est-à-dire des échanges de fonds. Et en ce moment, on est en train de mettre en place une gouvernance du forum MEDEPS, que ce soit donc la mise en place d'un conseil d'orientation qui est l'organe politique du forum, aussi le conseil scientifique dont préside Madame Asma. Sinon Asma Comité, oui. C'est à la demande de Madame Asma Hamza, donc le comité scientifique et bien évidemment un comité d'organisation qui va mettre en application les décisions du conseil d'orientation et le comité scientifique. Et il y a aussi également donc la mobilisation des acteurs donc de la société civile locale de Sousse qui a déjà commencé il y a quelques semaines. Nous étions agréablement surpris donc de la motivation, de la volonté des organisations et de la société civile, mais pas que. Il y avait donc aussi les administrations publiques qui ont manifesté leur intérêt à ce forum et à y adhérer.
et mobiliser aussi d'autres acteurs pour le succès et la réussite de ce forum. Donc, pour le programme de ce forum, donc les 2 journées principales donc, seront un vendredi et un samedi, soit les 26 et 27 novembre prochains. Donc, nous prévoyons un premier accueil, donc, notamment de nos invités, de nos intervenants, donc la veille, le soir. Et après, donc, il y aura 2 journées riches en échange, que ce soit donc à travers des panels, à travers donc des plénières, des thématiques, des nouvelles thématiques autour donc d'ateliers et de tables rondes. Il y aura aussi donc une déclaration politique qui est intitulée Déclaration de Sousse. Il y aura aussi des visites de terrain, il y aura des expos. Donc, c'est vraiment un programme très riche et plein d'échanges, de bonnes pratiques, aussi de développement de partenariats. Ça sera un espace de coopération, de collaboration entre les différents acteurs de la région, que ce soit donc de la région méditerranéenne, puisque là, le forum, c'est le forum méditerranéen de l'économie bleue solidaire, mais aussi de nos confrères en Afrique. Donc, c'est ça. Donc, là, actuellement, comme je viens de le dire, nous sommes en train de mettre en place la gouvernance. Par la suite, on développera davantage le programme au fur et à mesure. Merci. Alors, je pense que je ne voudrais pas t'interrompre, mais je voudrais ouvrir ensuite sur Lamia. Tout ça se montre de façon assez spontanée. Chacun sait que le contexte sanitaire et le contexte politique et social tunisien n'ont pas été des plus simples, je dirais, ces derniers mois. Puisqu'on est en train de parler d'économie bleue et de mer Méditerranée, il faut donc naviguer, je dirais, au plus près en fonction des vents porteurs, contraires ou incertains qui peuvent être observés. Et c'est important que tu aies insisté sur l'implication, je dirais, de la société civile locale. Moi-même étais il y a un mois à Sousse et j'ai pu observer effectivement lors de rencontres avec les associations, mais aussi avec l'université, qui avait vraiment un appétit d'implication pour la ville, pour les thématiques concernées, pour le pays. Bernard Valero nous a parlé avant des États qui ont souvent montré leurs limites en matière de coopération et de fraternité méditerranéenne, c'est le moins qu'on puisse dire, et on en a des exemples tous les jours, et certains qui sont un petit peu inquiétants chez des voisins proches de Tunisie. Et donc, c'est important que la société civile, qui, elle, subit souvent ces aléas, prenne en main, je dirais, son propre destin de façon à avancer sur des sujets qui sont essentiels. Et de ce point de vue-là, on espère tous et on croit que Sousse 2021 sera quelque chose d'important. Alors, parmi les objectifs du forum, il y aura préciser le périmètre, c'est quoi cette fameuse économie bleue solidaire, et c'est pas dévoiler un mystère, parce qu'il y a déjà des travaux qui ont été faits antérieurement sur le sujet, notamment en Catalogne l'année dernière, de dire qu'un certain nombre de champs sont d'ores et déjà identifiés comme ce que nous appelons le tourisme alternatif solidaire dans sa version côtière, comme l'économie circulaire, comme la reconversion, je dirais, ou la consolidation d'activités traditionnelles, et notamment la pêche, à travers l'économie sociale et solidaire, la préservation et la conservation de l'environnement. Et puis, il y a des sujets plus improbables qui apparaissent, mais qui sont dans l'actualité de tous les jours, comme la biotech. Et je me réjouis tout particulièrement d'accueillir à nouveau Lamia Trabelsi, qui est donc chercheuse à l'INSTM, l'Institut national. Je vais dire des bêtises, l'EST, je vais dire sciences, c'est sûr. National. Enfin, et ça termine par maritime. Non, c'est le T où j'ai. Voilà, marine, exactement, de la mer.
L'Institut national des sciences et technologies de la mer. Technologie, c'est la technologie que je n'avais pas. J'arrivais à mémoriser le… Alors, l'INSTM est une institution importante en Tunisie au niveau international, tellement importante que je m'y perds toujours dans tous les centres que vous avez dans différentes villes sur la géographie tunisienne, genre, d'autres qui sont à Salammbô, d'autres qui sont à Sfax, d'autres qui sont à Bizerte, enfin bref. Donc, sur toute la zone côtière, de Tabarka à Gergis. Ben voilà, donc sur toute la zone côtière, on retrouve les chercheurs, les experts de l'INSTM, Damien, vous êtes parti, et donc vous allez nous parler de biotech, biotechnologie marine et économie sociale et solidaire, sujet dont je ne sais pas s'il avait encore été traité au niveau international, mais qui nous donne un premier avant-goût de ce que seront les contributions scientifiques à ce forum. À vous la parole. Il faut peut-être que je voudrais bien dire quelque chose, que l'économie solidaire et sociale n'est pas vraiment une notion qui est née en 1960. Je ne suis pas d'accord parce qu'en Méditerranée, en fait, l'économie solidaire et sociale est une tradition du peuple méditerranéen. Parce que le peuple méditerranéen est franchement, depuis l'Antiquité, il est uni. Il partage beaucoup de choses, que ce soit dans la commerce, l'agriculture, les mariages. On trouve des mariages à l'échelle méditerranéenne et tout ça. Donc, l'aspect solidaire, il est là. Et je peux dire que la Méditerranée a donné la naissance à tout ce qui est solidaire, et il peut donner encore et encore l'exemple d'une vraie solidarité et d'une économie réellement sociale. Donc, je n'aime pas que l'économie solidaire et sociale soit, c'est comme si c'est une nouvelle invention. Non. Nous n'allons pas rentrer dans le débat entre experts ici, et nos collègues… et nos autres collègues africains pourraient dire que l'Afrique, berceau de l'humanité, est aussi le berceau de l'humanité. Non, le Méditerranée, je dis que c'est le berceau de l'humanité. Parce que je pense, pas seulement la Méditerranée, parce que je pense qu'on faisait de l'ESS déjà à l'âge des cavernes, lorsqu'on se répartissait les tâches entre les uns et les autres, soit pour aller à la chasse, soit pour protéger le foyer. Donc, nous allons… pour l'instant, à la présentation, revenir sur notre sujet, mais merci pour ce propos enthousiaste et pour cette profession de foi méditerranéenne qui en séduira beaucoup ici. Alors moi, je n'ai pas le pouvoir de permettre de partager les présentations. Est-ce que nos amis… Je vais partager quand même ma présentation, non? Ben, si on arrive à la partager. Est-ce que côté GCF, on peut partager ou pas? Allô. Normalement, elle peut partager là. Hein. Est-ce que Lamia, vous y arrivez là? Est-ce que vous arrivez à partager en appuyant sur le petit bouton vert, partager l'écran qui est en bas? Génial, super. Merci Benjamin. Allons-y. Je vais commencer? Yes. D'accord. Just 1 minute. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'on appelle la biotechnologie bleue. Quelle promesse pour une économie bleue solidaire. Pour commencer, je vais définir c'est quoi la biotechnologie bleue ou la biotechnologie marine. Tout simplement, selon la définition donnée par l'Organisation de coopération et de développement économique, la biotechnologie bleue est l'application de la science pour… Je m'excuse. Comment je peux faire pour… Voilà. Et là, vous m'écoutez? Yes. Voilà. Donc, la biotechnologie bleue est l'application de la science et de la technologie aux organismes aquatiques vivants pour la reproduction de connaissances, de biens et de services. Donc, pour… nous, les scientifiques, ça c'est la définition économique. Pour nous, les scientifiques, la biotechnologie bleue est tout simplement la boîte d'outils qui utilise différentes techniques et différentes disciplines de type biochimie, biologie moléculaire, génie génétique, aquaculture, pour transformer
les bioressources marines, des microalgues, des invertébrés marins, en bioproduits à haute valeur ajoutée. Et ces hauts produits vont alimenter ce qu'on appelle la bioéconomie bleue, qui est l'industrie agroalimentaire, l'industrie nutraceutique, cosmétique, textile, pharmaceutique, l'industrie des enzymes, des biofuels et de l'emballage. Donc, pour dire, la biotechnologie bleue possède tous les atouts pour pouvoir se développer à l'échelle de la globe. Pourquoi? En effet, le milieu marin, qui est à l'origine de la biotechnologie bleue, constitue plus que 90% de l'espace habitable sur la planète. Il abrite également à peu près 250 000 espèces connues et d'autres espèces demeurent non encore répertoriées. De plus, le milieu marin fournit la moitié de l'oxygène que nous respirons et absorbe à peu près 26% de CO2 anthropique dans l'atmosphère par an. Par ailleurs, le milieu marin présente diverses activités humaines. En effet, on observe les activités de la pêche et de l'aquaculture, qui est une source de revenus pour des centaines de milliers de personnes, en particulier pour les familles à faible revenu. Il ne faut pas oublier également les écosystèmes de mangrove, qui sont des écosystèmes qui offrent une importante nourriture pour plus de 210 millions de personnes. Donc, pour récapituler, on peut dire que le milieu marin, qui est à l'origine de la biotechnologie bleue, est un vrai gisement de bioressources. Il assure la santé de la planète grâce à l'absorption du CO2 et à l'émission de l'oxygène, et il contribue directement et indirectement à la sécurité alimentaire et le bien-être social. Donc, il faut impérativement préserver ce patrimoine pour qu'on puisse survivre et prospérer là-dedans. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est comment faire pour exploiter cet écosystème tout en le préservant? Eh bien, la réponse réside dans l'état d'équilibre qui doit s'installer entre les outils de la biotechnologie bleue et les besoins de l'économie bleue solidaire. Pour être efficace et pour simplifier les choses, je vais traiter l'exemple de l'exploitation des microalgues à l'échelle mondiale et à l'échelle de la Méditerranée. En effet, l'exemple d'exploitation d'un microalgue est un exemple star pour la réussite, qui montre la réussite de la biotechnologie bleue pour pouvoir promouvoir l'économie bleue. Donc, pour commencer, je vais introduire un tout petit peu et définir un tout petit peu les microalgues. Eh bien, les microalgues, ce sont des micro-organismes, des petites bestioles photosynthétiques capables de transformer le CO2 en présence de l'eau et de l'énergie lumineuse en matière organique et en oxygène. Les microalgues sont apparus pratiquement, ce sont les premiers micro-organismes qui sont apparus sur la Terre, et on connaît tous la fameuse spiruline. Je crois que vous la connaissez tous. En effet, l'utilisation des microalgues est très ancienne dans le temps. En effet, ils sont connus et exploités depuis des temps immémoriaux dans les deux côtes de l'Atlantique. Les photos ici montrent bien l'exploitation des Aztèques, les Aztèques qui récoltaient le tacuiltlatl. Ils appelaient ça comme ça, les microalgues. Ils appelaient ça comment? Les tacuiltlatl. D'accord. Et la population ancienne du Tchad qui séchait la spiruline pour former ce qu'on appelle le dyé, pour incorporer cette pâte microalgale dans le pain. Donc, mais actuellement, on voit réellement, et grâce aux outils de la biotechnologie bleue,
que la production des microalgues n'est plus une production artisanale. Et on voit la naissance d'une production industrielle depuis 1960 au Japon. Donc, cette production industrielle, et grâce à la biotechnologie bleue, a vu naissance au Japon. Au début, au Japon, c'est ça, par la culture de la microalgue chlorella. Et on voit deux types de production, soit dans des bassins ouverts en mode raceway, soit dans des photobioréacteurs contrôlés, semi-contrôlés ou totalement contrôlés. Eh ben, à l'échelle mondiale, et selon les données de la FAO en 2014, la production mondiale des microalgues a été plafonnée à 10 000 tonnes par an, soit l'équivalent de 0,032 kg par seconde. Cette production mondiale a donné naissance à 276 entreprises qui produisent soit de la biomasse microalgale, soit des produits de transformation de cette biomasse microalgale. À l'échelle de la Méditerranée, on voit, et selon l'étude réalisée par IPMED 2016, on voit que la Méditerranée possède cette capacité de produire les microalgues et on a vu la naissance de 72 entreprises dans 9 pays. Dont 50 sont dans les pays européens et 22 dans les pays du sud de la Méditerranée. La production des microalgues est une production majoritairement destinée à l'alimentation humaine à 74% en volume. Les microalgues en Méditerranée, et selon l'étude de Mantel, le Global Market Research and Market Insights, montre que les produits à base de microalgues sont désormais variés sur le marché méditerranéen. On voit bel et bien les microalgues incorporées dans des aliments et dans des boissons fonctionnelles. Les microalgues comme des compléments alimentaires sous forme de tablettes, de poudre ou de capsules et aussi dans des produits cosmétiques. Pour dire ici, on va dire que durant ces dernières années, la biotechnologie bleue a des nouveaux horizons. En fait, elle cible à ce que les microalgues soient un vrai outil pour le développement durable et donc un outil pour une économie bleue solidaire. Et ceci en utilisant les microalgues comme un agent pour la phycorémédiation des eaux usées. Donc, ici, on va essayer d'utiliser les microalgues pour sauver l'environnement et pour traiter les eaux usées. Les scientifiques cherchent également actuellement, et grâce aux techniques de la biotechnologie bleue, à utiliser des bioconservateurs à partir des biomolécules microalgales. Donc, à faire éliminer tout ce qui est bioconservateur chimique. Également, on voit la naissance, et ça sera pour bientôt, la production des biofuels de la 2e et de la 3e génération à partir des microalgues. Donc, pour finir, je dois dire que la biotechnologie bleue a divers défis actuellement, surtout pour pouvoir promouvoir l'économie bleue solidaire en Méditerranée, surtout au niveau de 3 axes. Le premier axe, c'est la conservation de l'environnement. Le deuxième, c'est la pêche, comment promouvoir la pêche. Et le troisième, c'est comment promouvoir le tourisme et les activités récréatives. Et merci pour votre attention. Bravo. Oh, merci Lamia, merci. C'est un avant-goût des communications et débats, parce qu'il y a certainement des points de débat aussi par rapport à cet exposé que vous nous avez fait. C'est magnifique de finir sur une conclusion d'Antoni Gaudí, qui est quand même le grand architecte de référence de Barcelone. C'est un détail qui me va droit au cœur. Et je crois qu'il y a des trucs à approfondir, notamment sur la dernière partie, c'est-à-dire comment est-ce qu'avec du tech, comment est-ce qu'on peut faire du low-tech, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aussi créer beaucoup d'emplois et beaucoup d'activités à partir de
de ces différentes sources que vous avez évoquées, de ces différentes ressources qui existent, puisque voilà, c'est un des sujets pour l'économie sociale et solidaire. Elle n'est pas du tout hostile à la technologie, mais il est évident qu'il y a des processus qui peuvent être des processus industriels lourds, et qui demandent donc de grosses capacités d'investissement et ne créent pas forcément beaucoup d'emplois, et d'autres qui demandent peut-être des capacités d'investissement un peu plus légères et peuvent être source de plus de création de postes de travail. Merci infiniment en tout cas aux docteurs. Alors nous avons 3 femmes tunisiennes, et je n'oublie pas Aminata Diop au Sénégal. Elles sont toutes les 3 docteurs. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit un échantillon extrêmement représentatif. 2 qui doivent être docteurs en biologie marine et une qui est docteur en sciences biologiques tout court, c'est ça? Oui, mes spécialités microbiologie environnementale. On est toujours dans l'environnement. Donc, vous pourrez monter un atelier à vous toute seule lors du forum de Sousse, et je suis sûr qu'il y aura beaucoup de spectateurs pour écouter vos débats. Asma, avant d'en venir à Frédéric, Asma, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur les propos de ta collègue? Tu as dit que tu te tairais si elle parlait, mais je n'en prends pas un mot. Une réaction rapide entre scientifiques, entre docteurs, entre universitaires? Enfin, avant de parler du travail de Lamia, merci Lamia, tu as fait un très beau récap. Je voudrais commencer par féliciter nos collègues et nos prochains amis, les Sénégalais, pour leur brillante réussite, et particulièrement humaine pour tout l'effort qui a été quand même couronné par la coprésidence de ce forum mondial. Alors là, moi, l'économie sociale et solidaire, je le faisais, mais je ne le savais pas, parce que je militais dans la société civile, et je ne savais pas que c'était vraiment ça, l'économie sociale et solidaire. Mais quand vous m'avez sollicité pour l'économie bleue et sociale et solidaire, je n'ai pas hésité un moment, parce que le bleu, ça coule dans mon sang. Je suis océanographe, donc la Méditerranée, ça bat dans mon cœur, c'est mon domaine, et je voudrais bien apporter un nouveau axe à mes travaux, surtout mes travaux de recherche sur l'océanographie et l'environnement. Lamia, elle a présenté quelque chose de très intéressant. Lamia, elle a manqué de dire qu'elle travaille sur les milieux extrêmes. Elle travaille sur les milieux où on peut trouver, où la population souffre, c'est-à-dire la population, les eaux saumâtres, les eaux salines, etc. Les populations qui sont tout autour de ces salines, ce sont généralement des gens qui ne trouvent pas beaucoup de revenus, et Lamia, de par ses recherches, elle peut apporter beaucoup dans l'entrepreneuriat pour ces gens-là, au moins de trouver des ressources, surtout pour ces microalgues, qui peuvent résister à ces environnements et qui peuvent être des sources de survie et des sources soit pour comme elle a dit, le tourisme, le cosmétique, et même pour la nutrition. Déjà en Tunisie, nous avons des firmes, enfin certaines fermes aquacoles qui s'orientent vers ce domaine-là, et on peut monter beaucoup de choses tout autour de ce domaine. Si j'ai ajouté quelque chose, je voudrais peut-être parler de la recherche scientifique. Pourra-t-elle être un levier de cette économie sociale et solidaire? Et je crois que du moment que je préside le comité scientifique, je crois que l'axe recherche et économie sociale et solidaire, ça peut être un axe promoteur pour notre forum, et un axe qui peut être développé, parce que la recherche, vraiment, il faut s'orienter davantage vers trouver une solution pour les populations riveraines, et ne pas penser commercial et ne pas penser seulement marketing. Donc, un des axes que je voudrais inclure, Imen, Inch'Allah, dans le comité scientifique, si je peux me permettre, c'est la recherche levier de l'économie sociale et solidaire en Méditerranée. Tu peux, non seulement tu peux te le permettre, mais tu es la patronne
Non, je voudrais que, comme je l'ai dit au début, Rodrigue, moi, je ne connaissais rien à votre monde. Je voudrais apprendre avec vous. Je ne voudrais pas m'imposer, mais c'est une réflexion que je voudrais partager avec vous et surtout partager avec les membres du comité qu'on va certainement solliciter dans les jours qui suivent. Amen. Il est temps qu'on fixe notre planning et qu'on fixe aussi nos collègues qui vont être dans notre comité. Donc, le comité scientifique, certainement, il va apporter énormément d'idées, mais les idées vont être planifiées, vont être restructurées et on doit se focaliser sur le nécessaire et l'essentiel, non seulement pour notre Méditerranée, mais surtout à l'échelle mondiale. Je voudrais ajouter quelque chose. Non, pas tout de suite. Sur quoi tu veux rajouter quelque chose? Je reviens vers toi ensuite. Du moment que les Sénégalais sont avec nous, je voudrais, s'il n'y avait pas le Sénégal et la Mauritanie, les eaux du Sénégal et de la Mauritanie qui entrent en Méditerranée, la Méditerranée ne serait pas la Méditerranée, ce serait une mer trop salée, il n'y aurait pas une diversité. C'est vrai, c'est vrai. Alors ça, c'est très important et je m'en veux d'avoir cherché à t'interrompre, mais ce n'était pas pour te couper le sifflet, c'était pour que tu reviennes ensuite sur ce sujet. Et effectivement, c'est quelque chose de tout à fait important. S'il n'y avait pas le Sénégal, il n'y aurait pas la Méditerranée. C'est pourquoi je dis qu'on est des Méditerranéens par alliance. Merci aux deux. On reviendra de toute façon vers l'un et vers l'autre. Alors, bien sûr, le forum sera irrigué, je dirais, par des chercheurs, mais ce ne sera pas un symposium de chercheurs. Souss ira à la rencontre des acteurs, je dirais, quel que soit leur profil. Frédéric Dubessy, Fred pour les intimes, tu es donc rédacteur en chef d'Econostrum, je l'ai dit tout à l'heure. Ton approche, toi, c'est l'économie. Alors, rappelle-nous peut-être un petit peu ce qu'est le positionnement donc, de ce média et qu'est-ce que ça t'inspire, je dirais, ces divagations diverses et variées autour de l'économie sociale et solidaire, l'économie bleue, ce que j'appellerais un petit peu les nouvelles économies. Alors, elles sont effectivement pas nouvelles pour beaucoup d'entre elles. Ça t'inspire quoi? Alors d'abord, comme je suis journaliste, je vais faire du fact-checking pour te contredire sur ce que tu as dit tout à l'heure, puisque je viens de retrouver, là, pendant que je vous écoutais, mais je cherchais également sur notre site, les pays du Maghreb enregistrent les plus forts taux de femmes ingénieurs au monde, mon cher Rodrigue. Donc, elles sont totalement représentatives. D'autre part, au niveau des chercheuses, l'Algérie 48,5%, le Maroc 42,2%, la Tunisie 44,2% en proportion des diplômés, notamment en ingénierie. Voilà, enfin, j'ai les chiffres pour les chercheurs, mais c'était juste une petite. Mais là, on est à 100% amicale. À 100% sur les doctorants, sur les docteurs. Ça fait beaucoup. Voilà. Merci. C'était ma petite parenthèse. Après, donc, juste expliquer ce qu'est Econostrum, juste en quelques mots, très rapidement. Nous non plus, on ne remonte pas aux zones préhistoriques, mais on revendique par contre une véritable ADN méditerranéenne, puisqu'on a été créé au printemps 2008 à Marseille. Donc, ça a été créé par plusieurs journalistes qui étaient correspondants de titres nationaux, économiques et professionnels, avec d'emblée la volonté d'avoir un prisme méditerranéen et avec une baseline, l'actualité économique des pays du bassin méditerranéen. Alors, c'est vrai que c'était un peu prémonitoire, puisque quelques mois après débutait ce qu'on a appelé, à tort ou à raison d'ailleurs, les printemps arabes. Ça a donc relancé effectivement l'intérêt sur cette partie du monde. Malheureusement, depuis, tout le monde le sait, le soufflet est bien tombé, mais nous avons continué tant bien que mal sur notre lancée en brandissant contre vent et marée notre étendard, non seulement méditerranéen, mais euro-méditerranéen. J'en finis avec l'explication d'Econostrum en disant que nous sommes un pur player, mais que nous éditons également des dossiers en partenariat avec des institutions, des journaux, et également des guides, comme Coopération en Méditerranée, Économie en Méditerranée, et pourquoi pas un jour, j'en profite d'être là pour lancer l'idée, pourquoi pas un guide de l'ESS en Méditerranée.
Et à ce moment-là, on aura besoin de vous tous. Et Econostrum, c'est aussi Biblionostrum, qui est donc une base de données gratuite qui recense aujourd'hui 520 rapports et autres analyses sur les problématiques méditerranéennes. J'en ai fini avec le chapitre promo, Rodrigue. Tu veux que je poursuive? Mais c'est bien, c'est légitime et c'est utile, je pense, pour ceux qui aiment la Méditerranée et qui ne vous connaîtraient pas encore. J'espère que c'est une infime minorité. Je sais que vous avez aussi une réflexion en ce moment sur peut-être, non pas un recentrage, mais être à l'écoute, je dirais, de ces nouveaux messages qui nous parlent d'une Méditerranée plus écologique, plus humaine. Elle n'a pas donné beaucoup d'exemples de ça hein, depuis maintenant pas mal d'années. Tu y crois, toi, à ces discours, et s'il y a des économies qui peuvent changer un petit peu la donne en Méditerranée, comment tu les définirais, toi? Le problème, à mon avis, c'est pas d'y croire, c'est de voir surtout les actes qu'il y a derrière. Parce que les paroles, on est les Méditerranéens, on parle beaucoup, mais finalement, il y a peu d'actes derrière sur tous ces sujets. Alors, ce n'est pas vrai partout, ce n'est pas vrai par tout le monde. Vous en avez tous qui venaient d'intervenir. Un exemple, que c'est un peu men at work au niveau de l'ESS actuellement en Méditerranée. Nous, c'est un sujet qui nous a toujours intéressés en tout cas, parce que quand on traite l'économie, on traite toutes les économies. Hein. J'ai même repêché un article qu'on avait fait en 2013, donc ça commence à remonter, justement à Tunis, puisqu'il y avait eu le premier, alors je ne me souviens plus comment il s'appelait, le congrès MEDES, je crois. Hein, organisé par YesMed, en partenariat notamment avec la Massif et le Crédit Coopératif français. Je ne te le fais pas dire. Alors, tu vas voir où je veux en venir. Les organisateurs dont tu étais, quand je les avais interviewés, nous avaient dit « Nous désirons lancer la construction d'un écosystème méditerranéen favorable au développement des acteurs de l'économie sociale et solidaire, faire tomber les barrières et décloisonner les mondes des institutions, des entreprises classiques, des entreprises sociales et de la société civile afin de favoriser des coopérations ambitieuses et opérantes. » Alors, pourquoi j'ai retrouvé cette phrase? Parce que j'étais, il y a quelques jours, à l'inauguration de la Maison de l'économie sociale et solidaire à Marseille. Ils avaient la chance d'avoir Olivia Grégoire, la secrétaire d'État française, donc chargée de l'économie sociale et solidaire et responsable, rajoute-t-elle dans son titre. Et donc, elle était à Marseille pour inaugurer cette maison. Et écoute bien les propos qu'elle a employés. Dans la maison de l'ESS, les colocataires se connaissent très bien entre eux, mais ils doivent continuer à mobiliser leurs forces et à mutualiser. Il faut aussi ouvrir les fenêtres auprès de l'économie traditionnelle et sur de nouvelles modalités de financement. Les subventions, oui, mais ce n'est pas suffisant. L'ESS ne doit pas fonctionner en univers clos. Alors, tu vois que les deux citations sont très proches, sauf qu'il y a un certain décalage entre les deux de quelques années. Alors, je ne sais pas si c'est à voir la suite dans les idées, si c'est une communion d'esprit ou c'est révélateur d'un réel retard en la matière par les architectes de l'ESS en Méditerranée. Il faudrait d'ailleurs peut-être identifier les derniers recours qui restent à purger pour que l'ESS s'impose en Méditerranée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est en marche, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça, on le constate régulièrement, effectivement, dans nos articles. Alors, comment se concrétise ça? Effectivement, il y a eu la maison de l'ESS, vous en avez tous parlé, à Tunis, donc en Tunisie, qui est un peu précurseur là-dessus. Donc, j'ai le logo derrière moi, d'ailleurs, par miracle, il est apparu. Ah oui, c'est vrai. Bien, bravo. Bravo. Ah, c'est remarquable. Il y a aussi le futur forum, donc MEDES à Sousse, qui va avoir lieu en novembre. Alors, je vais terminer en disant que l'Econostrum veut continuer à apporter sa contribution à ce vaste chantier, pour rester dans l'analogie. Pour nous, chacun de nos articles sur ces sujets sont un peu une brique supplémentaire à tout ça. Et donc, comme tu le disais tout à l'heure, pour accélérer un peu le rythme des brouettes, je vais dire, nous travaillons donc à une nouvelle formule, encore plus centrée sur l'ESS.
et toutes les bonnes volontés d'ailleurs sont les bienvenues pour nous aider dans ce centrage. Nous sommes en pleine phase de réflexion et nous serons, puisque je l'ai appris ce matin, apparemment, de ta bouche, tu vas me le confirmer devant tout le monde, comme ça après tu ne pourras pas te démentir. Kekonostrum.info sera le média officiel de mai de BS 2021. Tu me le confirmes? Je le confirme en direct live, même si c'est quelque chose dont nous devons bien évidemment débattre avec le conseil d'orientation, le comité d'organisation. On peut considérer que c'est acquis. Et je voudrais terminer juste par un truc, si tu me permets. Oui. À Marseille, il va y avoir 2 gros événements. La Méditerranée du futur, qui est organisée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et le sommet des 2 rives. Alors théoriquement, je dis théoriquement parce que les messages sont un peu brouillés, les 2 devraient se tenir, mais peut-être que Bernard a plus d'informations là-dessus, devraient se tenir en février donc, 2022 à Marseille. Donc ça se joue à domicile, enfin en tout cas pour nous, et que là aussi on va être très attentif à ce qui se dira et surtout aux actes qui suivront. Et ce qui va se dire notamment sur l'ESS va sans doute être très important. Bernard Valero, tu as été interpellé indirectement ou directement par Frédéric. Marseille, février, ça devait être fin novembre. Puisque ça n'est plus, on en a profité pour prendre la date. Pour Sousse, puisque Imen nous a dit que ce sera le 26 et le 27. Le 28 sera pour la première fois officiellement le jour de la Méditerranée. Ça a été décidé l'année dernière par l'Union pour la Méditerranée, donc le secrétariat est basé à Barcelone. Et donc, cette date du 28 novembre va acquérir progressivement une dimension solennelle et symbolique. Elle fête l'anniversaire de la déclaration de Barcelone, qui avait pour la première fois jeté les bases de ce que devrait être une coopération méditerranéenne ou euro-méditerranéenne. On a pu se rendre compte que 25 ans n'ont pas été suffisants pour beaucoup avancer, même parfois le contraire. Ce n'est pas très encourageant, mais on va sûrement faire mieux dans les 25 ans qui viennent. Bernard, qu'est-ce que cette perspective de février? Je sais, Frédéric sait que tu es appliqué au moins sur un des 2 événements, si ce n'est sur les 2. Ce rendez-vous de février à Marseille, il sera important? Oui, je le pense. Il sera important pour plusieurs raisons. La première, c'est que on parle de 2 choses qui vont être, comme le rappelait Frédéric, qui vont être extrêmement liées, c'est-à-dire la 2e édition, mais sous des formes un peu différentes et améliorées surtout, du Forum des 2 rives qui s'était tenu à Marseille en juin 2019, à l'initiative de la France, du président de la République française, avec un petit peu comme philosophie, comme inspiration, ce qui est en train de se passer ou ce qui s'est passé aujourd'hui à Montpellier sur le nouveau sommet Afrique-France. C'est-à-dire, on a des problèmes en Méditerranée, les États ne suffisent pas tout seuls à les résoudre, donc il faut faire monter en ligne d'autres acteurs. Qui sont ces autres acteurs? Ce sont les sociétés civiles et les territoires. Donc là, il y aura ce forum organisé par les plus hautes autorités françaises. Et puis nous aurons collé, là on travaille encore évidemment sur l'articulation, mais nous aurons dans le même segment de temps, sur 3-4 jours, l'édition numéro 5 de la Méditerranée du futur, qui est un rendez-vous méditerranéen qui a été lancé par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région sud, comme on l'appelle, à l'initiative de son président, Renaud Muselier, et qui se tiendra sur le thème de la relance après la crise sanitaire. Et donc là, l'articulation entre les deux événements est assez évidente, puisqu'ils se nourrissent et se renforcent, enfin sont appelés à se nourrir et à se renforcer l'un et l'autre, premièrement. Et deuxièmement, je pense effectivement, comme le disait Frédéric,
que c'est une excellente occasion, dans un cas comme dans l'autre, de faire progresser précisément la cause de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire de faire reconnaître ce segment d'activité économique comme, ce que je disais tout à l'heure, un vrai levier à la fois de développement et de coopération en Méditerranée. Et donc, je pense que si on arrive, c'est pas évident, hein, c'est pas toujours facile, si on arrive à avoir cet écho, cette résonance sur l'ESS entre, d'une part, le forum du dialogue entre les deux rives et la Méditerranée du futur, je pense qu'on aura fait un bon bout de chemin. En tout cas, on travaille à ça, on passe les messages dans ce sens-là, et j'espère qu'on sera reçu 5 sur 5. Entre-temps, il y aura eu Sousse et les messages dont je parlais tout à l'heure qui pourraient en sortir. Et là, si tu me permets, Rodrigue, encore juste une petite remarque. Je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que Lamia disait tout à l'heure. D'abord, merci pour votre présentation sur les vertus bleues, sociales et solidaires de la biotechnologie. Très, très impressionné. Mais je voulais également dire que j'étais totalement d'accord avec vous lorsque vous avez indiqué en préambule que l'économie sociale et solidaire n'était pas une création récente. Ça ne remontait pas aux années 60 ou au-delà, et qu'effectivement, depuis la plus haute antiquité, en particulier en Méditerranée, mais aussi en Afrique, sur l'ensemble du continent africain, c'était une activité qui était finalement naturellement mise en œuvre par les habitants de ces territoires. Et chez nous aussi, de ce côté-ci de la rive européenne, ça a été également le cas. Sauf que, en ce qui nous concerne en tout cas, avec la révolution industrielle, avec les nouvelles technologies, etc., on s'est véritablement éloigné de ce modèle, et je pense qu'il est urgent de revenir aux fondamentaux que vous rappeliez tout à l'heure. Je pense que la crise sanitaire dont on espère pouvoir sortir après plus d'un an d'isolement aura montré l'importance de certaines valeurs, et en particulier la première d'entre elles, et qui doit être véritablement le nord de la boussole des Méditerranéens, qui est celui de la solidarité. Et je pense que ça aussi, c'est un message que, quelle que soit la couleur de l'économie sociale et solidaire, je pense que c'est un message sur lequel on doit s'appuyer. Là, je disais tout à l'heure, Sousse et Dakar viennent de nous donner un magnifique exemple de solidarité, et je pense qu'on a un beau sujet pour en étaler et le faire partager, surtout ce concept, sur tous les rivages de la Méditerranée. On en a bien besoin. Oui, je disais merci Bernard, on va revenir vers Dakar juste maintenant, mais Lamia souhaitait réagir, me semble-t-il, sur tes propos. Je voudrais dire que l'économie solidaire et sociale, c'est l'humain, tout simplement. C'est la nature et l'humain. Si on préserve la nature, on est des humains, et si on est des humains, c'est parce que la nature, elle est là. Et pour faire cet équilibre, on a besoin d'être solidaire et de faire le social, tout simplement. Donc, je suis tout à fait d'accord avec la nature et l'humain, joli sujet de thèse de philosophie pour le coup. Malik, j'ai vu que les préparatifs du G7 Dakar 2023 mettaient particulièrement l'accent sur l'économie verte. Ici, on parle d'économie bleue. Dakar va parler d'économie verte, ce qui n'empêche pas de parler d'économie bleue, et Sousse de parler d'économie verte. Après tout, l'économie bleue n'est qu'une économie verte qui est peinte en bleu, mais aux couleurs de la mer. C'est quelque chose qui va être vraiment au centre du Forum 2023. L'économie verte, Malik. Micro. Merci. Donc, je disais que le forum a 3 axes. Je pense que la jeunesse, c'est d'abord mettre l'accent sur la jeunesse, parce que c'est un enjeu fondamental au niveau aujourd'hui de l'Afrique.
Je pense que c'est important. Sur les femmes et sur la nature. Hein, la nature, je pense que ce n'est pas un jeu de couleurs. Je pense que l'économie verte, l'économie bleue, tout ça font partie un peu de la nature. Je pense qu'il faut qu'on arrive à décloisonner. Je pense que c'est important. Je pense qu'on peut réfléchir de manière des fois sectorielle, mais à un certain moment, je pense que si on va avoir plus d'impact, il faut décloisonner. Il faut décloisonner dans tous les sens et que l'économie bleue aujourd'hui, quand on voit un peu la planète, c'est plus de 50% d'eau. donc voilà, donc, donc je ne suis pas au sein, mais c'est plus, il y a plus d'eau que de terre dans la planète. Donc, réfléchir profondément sur ces questions-là, c'est réfléchir aussi sur la survivance, même sur le devenir de notre planète. Et aujourd'hui, je pense que Dakar va être cette opportunité-là pour faire le pont. Je pense qu'il faut qu'on puisse utiliser cette opportunité pour créer des ponts, pour créer des parcelles, pour créer des ponts, des parcelles dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Hein? On a beaucoup de choses à offrir, on a beaucoup de choses à creuser. Et je pense que en alliant la réflexion qui est très profonde au niveau de sources sur l'économie bleue, hein, devrait permettre d'irriguer Dakar et d'irriguer un peu toute la réflexion qui doit se faire en impactant sur nos politiques. Parce que pour changer la réalité, il faut changer les politiques. Et je pense, ces espaces-là, cette réflexion comme source en profondeur sur une thématique donnée, je pense que c'est fondamental. Réfléchir sur des thématiques très données, pousser la réflexion et arriver maintenant à irriguer les politiques publiques. Et je pense aujourd'hui, cette parcelle doit être faite, ce pont doit être fait pour que source qui est la Méditerranée, qui est au-dessus, qui est au nord de l'Afrique, doit être un château d'eau pour irriguer aussi l'Afrique vers du haut vers le bas, mais aussi du bas vers le sommet. C'est une jolie formule, celle du château d'eau qui irrigue l'Afrique. Et je suis sûr que notre journaliste Frédéric Dubuzy en fera le titre des prochains articles. Mais je n'interviendrai pas sur son indépendance rédactionnelle. Je te remercie. Ouais. Ed, tu voulais dire? Non, je te disais, et je te remercie. J'aimerais juste, Rodrigue, comme j'ai une contrainte de temps, je dois vous quitter. Malheureusement, mais je pense que je veux juste réaffirmer notre engagement à créer ces ponts et ces passerelles. Je pense que c'est important d'avoir des forums thématiques qui se donnent le temps, qui se donnent l'ambition d'avoir des avis experts. Je dis experts, ce n'est pas seulement les universitaires, ce n'est pas les doctorants comme nous sommes, mais de prendre le pouls de la réalité des pratiquants, des praticiens, ceux qui sont au quotidien sur cette question-là. Je pense aussi que c'est des questions fondamentales. L'économie aujourd'hui bleue se pose aussi au Sénégal parce qu'il y a l'exploitation du pétrole et du gaz qui se trouve en offshore. Et aujourd'hui, c'est une problématique pour tout un secteur. Ce qu'on appelle les pêcheurs, la pêche artisanale surtout, où il y a des communautés qui vivent de ça pendant des siècles, qui ont des réflexes, qui ont des comportements, qui ont des pratiques, qui ont des usages autour de l'eau, ce qu'on appelle on appelle les communautés de l'eau, hein, parce que tout résume vers l'eau. Et aujourd'hui, c'est des inquiétudes par rapport à l'exploitation du pétrole, du gaz, hein, pour le devenir non seulement de leur pratique économique seulement, mais même de leur pratique culturelle, de leur pratique ancestrale. Il y a autant de choses, autant de réflexions, je pense qu'aujourd'hui, qu'on doit réfléchir sur ces questions-là. Et je pense que le forum de sources sur cette question-là devait permettre un peu de créer ces ponts-là et ces enjeux majeurs. Voilà un peu ce que je voulais dire et que je disais à Ahmed que voilà, on reste en contact et Frédéric pour maintenant réfléchir sur les contenus
sur les approches pour voir comment aussi c'est cette opportunité pour lancer la dynamique africaine vers le G7 2023. Merci Malik. Beaucoup de travail, beaucoup de réflexion en perspective. Bon courage et on sera bien sûr à vos côtés les uns et les autres. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Si tu me permets, Rodrigue, j'aimerais bien rebondir sur les différents propos, notamment les propos de Malik. Donc là, il faut noter que notre grand rendez-vous, qui est le forum MEDEPS et qu'on souhaite qui se tiendra en présentiel, il marquera le coup d'envoi d'un processus à long terme en Méditerranée et c'est une première approche à l'horizon 2023 avec la participation, bien évidemment, des villes et acteurs qui le souhaiteront. Aussi, c'est quelque part, en fait, une des contributions de Sousse, mis à part la consolidation de l'économie bleue solidaire, c'est également donc la création d'une dynamique qui contribuera au succès du Forum mondial du GSF de Dakar 2023. Donc, si je résume, Sousse va être un événement de lancement qui va fixer les bases de ce processus, donc avec des échanges de fonds, comme je l'ai dit tout à l'heure, une déclaration politique, etc. Et donc là, je compte beaucoup sur la collaboration et la coopération entre les villes, que ce soit du Méditerranée ou bien de l'Afrique, puisque là, la Sousse, c'est une ville africaine, c'est une ville méditerranéenne et je peux dire que c'est le trait d'union, c'est le point relais entre la Méditerranée et l'Afrique. C'est bon, on est ensemble comme dit chez nous. Oui. Salut. Salut, merci. Et dans les 2 minutes qui nous restent pour cet échange, il y a une autre ville qui n'est pas méditerranéenne non plus, à laquelle je pensais en vous écoutant, qui est Bordeaux, qui a donc, je dirais, récupéré elle la présidence et le secrétariat du G7 et qui va donc jouer un rôle important dans tous ces processus de réflexion, d'articulation. La coopération est en marche, c'est peut-être la crise qui veut ça, et ça serait de ce fait une conséquence heureuse. J'ajouterais volontiers à ce que nous a dit tout à l'heure. Merci Aminata pour ce message sur le chat qui est un très joli message. Et qui nous quitte également. Nous allons tous nous quitter d'ailleurs sous peu. Bernard nous a parlé de l'horizon Marseille, des enjeux qu'il y avait. Il y a un troisième événement qui aura lieu en février, qui est très exactement les 17 et 18 février, qui sera la conférence européenne sous présidence française de l'économie sociale. Et donc, nous travaillerons les uns et les autres pour que Strasbourg ouvre des fenêtres méditerranéennes et pour que Marseille ouvre des fenêtres ESS sous la même présidence, le même mois. Ça devrait être possible. Oui. Et je sais que Imen, lors de sa dernière visite commando au Forum de la mer de Bizerte, il y a de ça pas très longtemps, c'était il y a 15 jours, même pas, a eu beaucoup de contacts importants et intéressants à ce sens. Je ne doute pas que depuis Marseille, Strasbourg, Sousse, Tunis, Barcelone et ailleurs, on puisse avancer ensemble dans cette direction parce qu'il y a véritablement une séquence africaine qui s'ouvre, une séquence méditerranéenne qui doit s'ouvrir, des séquences européennes, euro-med, euro-africaines, ce qu'on voudra. Tout ça va dans le même sens.
pour une planète un petit peu plus responsable. À qui vais-je donner le mot de la fin? Eh bien, je crois que je ne peux le donner qu'à notre président du Conseil d'orientation, Bernard Valéro, qui est l'autorité politique suprême de ce forum de Sousse, dont les préparatifs vont s'accélérer dans les tout prochains jours. Asma, je te rassure. Ça a été un petit peu coup de feu là, ces 15 derniers jours avec l'actualité G7, avec d'autres actualités, mais là, on va pouvoir se recentrer sur le sujet. Et Bernard, à toi la parole, sauf si Asma veut dire un tout petit mot juste avant Bernard, que nos deux présidents, notre présidente et notre président, concluent successivement. Il y a tellement de présidents maintenant qu'on est perdu. Hein. Président, oui, c'est une armée mexicaine. On est à Mexico, c'est donc une armée mexicaine, c'est normal. On a besoin de soldats. Parce que le forum, c'est après-demain et vraiment qu'on s'attelle et qu'on travaille davantage. Merci à tous et la parole à M. Valéro, que nous remercions énormément d'être parmi nous et de nous coacher dans ce travail. Merci. Merci beaucoup. Enfin, moi, je suis aussi impressionné de voir le nombre de présidents que de voir le nombre de docteurs dans notre équipe, et en plus des femmes. J'avoue que ça m'impressionne également beaucoup. Non, je voudrais juste simplement vous remercier, vous dire effectivement, vous avez raison, Asma, et je pense que Imen doit avoir exactement le même sentiment. Le compte à rebours a commencé. La fusée doit bientôt partir. Novembre, c'est demain. Donc, effectivement, il y a un gros travail à faire dans les semaines qui viennent. Je pense, enfin moi, c'est mon intime conviction et c'est la raison pour laquelle je suis là, c'est que on fait du travail utile, tous ensemble, et puis ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens parce qu'est la Méditerranée aujourd'hui, l'état dans lequel elle est, qui n'est pas toujours très drôle. Et d'autre part, ça fait sens parce que on est en train de construire une séquence importante dans un continuum de rendez-vous internationaux, je pense qu'ils peuvent faire accélérer les choses. Moi, je pense aussi, c'est mon dernier point, qui est très égoïste, très français, mais j'espère aussi que précisément ces divers rendez-vous, que ce soit à Sousse, que ce soit à Strasbourg, avec l'épisode de Bordeaux qui reçoit le secrétariat, etc., etc. Je pense que ça va accélérer la prise de conscience dans mon pays de l'importance de l'économie sociale et solidaire, parce que là, je suis assez convaincu que nous avons un peu de retard dans ce domaine et il serait grand temps que nous, Français aussi, nous regardions un peu davantage et qu'on rattrape un petit peu ce retard parce que c'est une dimension très importante, non seulement en matière de création de richesses, d'emplois, etc., mais surtout pour le vivre ensemble. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Il s'agit de vivre ensemble. Et comment on vit ensemble? Eh bien, on le fait en travaillant collectivement, en travaillant ensemble. Merci à tous. Je n'ajouterai rien. Merci, mesdames. Merci, Fred. Merci, Bernard. Merci au GCF. Merci, Benjamin. On a fini presque dans l'horaire et on aura de nombreuses occasions d'échanger sur tout ceci.